Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de 19 h. Nous sommes le vendredi 30 octobre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La médecine nucléaire ouvre ses portes au public avec en point de mire le cyclotron dont le projet se précise. La Guadeloupe de la débrouille qui gagne. Le premier coursier à vélo remporte un prix national pour son initiative. La conférence internationale des langues de l'Inde, dans cette diaspora, nous fait découvrir l'intérêt grandissant de la communauté indienne guadeloupéenne pour ses racines. Le journal, Aurélie Ronce. Savoir comment se déroule une scintigraphie, c'était l'objet aujourd'hui d'une journée porte ouverte sur la médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette spécialité permet le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique de nombreuses pathologies. Muriel Barlagne a justement pu assister à un examen, son reportage. Dans cette seringue, un radiopharmaceutique. Il s'agit d'un médicament rendu radioactif. Il varie en fonction de l'organe ou de la fonction que l'on souhaite examiner. Injecté à très faible dose, il émet des rayonnements qui seront détectés par une caméra spécifique, la gamma caméra. C'est le principe de la scintigraphie, un examen relevant de la médecine nucléaire. Elle est prescrite par un médecin généraliste ou un spécialiste comme le rhumatologue, le cardiologue ou le cancérologue. On y a recours lorsque l'on recherche des informations précises. L'examen de scintigraphie est un examen qui regarde le fonctionnement de l'organe. Donc vous avez une information qui est différente de l'imagerie, on va dire, traditionnelle. L'imagerie traditionnelle est une imagerie morphologique qui vous donne la taille de l'anomalie, qui vous montre la grosseur de la tumeur, qui vous montre sa localisation. Mais la médecine nucléaire va vous montrer comment la tumeur fonctionne ou comment on va dire, la métastase se développe ou comment l'infarctus du myocarde s'est installé. Donc vous avez vraiment une imagerie fonctionnelle qui va en plus se surajouter à l'imagerie traditionnelle. La prise de cliché peut durer de 15 minutes à 1 heure. C'est un procédé indolore. Le service de médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre est équipé de 2 gamma caméras de dernière génération. Mais pour être complet, il faudrait un cyclotron et une caméra de type TEP-scan en Guadeloupe. Alors le cyclotron est un équipement que la Guadeloupe doit acquérir absolument puisque la médecine nucléaire utilise bien sûr des caméras traditionnelles, c'est ce que nous avons actuellement en Guadeloupe, mais nous avons également la possibilité d'installer des caméras qui sont encore plus précises, qui sont encore beaucoup plus performantes, qu'on appelle un TEP-scan, mais le TEP-scan ne fonctionne que s'il est alimenté par des médicaments qui sont fabriqués grâce au cyclotron. Ce projet est bien avancé. Estimé à 8 millions d'euros, il doit voir le jour à la ZAC de Dotémar. La mise en service des installations est prévue pour janvier 2017. Nous vous en parlions la semaine dernière, les locataires de la résidence Pierre Antonius à Pointe-à-Pitre se plaignaient du manque de dialogue avec leur bailleur social, la SIG. Hier soir, une réunion avait lieu pour faire le point. La SIG va notamment accélérer ses efforts pour que les habitations soient aux normes. Richard Scott-Tamar a rencontré des locataires plutôt satisfaits par cette réunion. Après le coup de gueule des habitants des résidences pointoises gérées par la SIG, le dialogue a repris entre les résidents et la société immobilière. Lors de leur deuxième rencontre, des décisions importantes ont été prises. Et nous avons eu des échanges assez positifs quand même. En premier lieu, lors de la première réunion, on avait discuté de la fermeture de l'agence de Miquel de la SIG. Et nous avons fait une contre-proposition et il semblerait que hier on nous a donné que notre contre-proposition, c'est-à-dire que pour les résidents de Henri IV, Bergevin, Chanzy, Mortenol, Lizumatier, tout ce qui compose le parc de la SIG, il va y avoir des permanences pour pouvoir qu'ils puissent venir payer leur loyer. Alors nous avions obtenu aussi que le suppresseur qui posait des problèmes à la résidence Paul Morisa a été échangé et d'autres prêts encore que nous aurons à voir, mais ça s'est très bien passé. Les habitants de Chanzy, de leur côté, sont toujours dans l'attente de savoir exactement à quel moment ils vont être relogés. À notre niveau à Chanzy, ce qu'on aurait souhaité, c'est que la mairie se penche un peu plus sur notre cas. Parce qu'il faut savoir qu'à Chanzy, le bâtiment même appartient à la mairie. Et la SIG n'a que la gestion. Donc la mairie se penche un peu sur nous, parce que nous, les habitants de Chanzy, on est encore là.
On ne sait pas exactement pour combien de temps, mais on est encore là. Donc ils pensent un peu à nous. Voilà. D'après les représentants des habitants de Henri IV, Bergevin, Chanzy, Mortonol et Louisy-Mathieu, ce que les locataires de ces bâtiments demandent, c'est d'être impliqués dans les décisions qui les concernent. La SIG semble, quant à elle, vouloir rétablir le dialogue. Plusieurs réunions sont prévues. La prochaine aura lieu le 6 novembre. Les Guadeloupéens ne manquent pas d'idées, la preuve avec les lauréats du concours national Talents des cités. Un Abimien vient de remporter un prix à ce concours qui récompense tous les ans des entrepreneurs installés dans des quartiers dits prioritaires. Rudy Jean-Denis a été distingué pour son service de livraison à vélo. Richard Scott-Amar l'a rencontré, voici son portrait. Une idée que personne n'avait encore eue. Rudy Jean-Denis est le premier à proposer avec son entreprise un service de coursier à vélo en Guadeloupe. Une idée qui a séduit le concours Talents des cités, qui en a fait son lauréat 2015. Alors c'est un concours sur lequel je suis tombé sur Internet. Voilà. Donc j'ai vu que tous les ans ça se déroulait dans toute la métropole, dont les DOM. Alors je me suis dit pourquoi pas utiliser ce concours afin d'essayer de se faire médiatiser, de se faire voir. Donc suite à mon inscription en envoyant mon dossier, j'ai eu un retour de la BGE Guadeloupe qui m'a convoqué devant un jury et j'ai pu défendre mon dossier, mon projet. Jusqu'à présent, Rudy livre sur son vélo dans une zone allant de Pointe-à-Pitre à Petit-Bourg, en passant par le Lamentin. Mais c'est à Jarry qu'il est le plus demandé. Sa démarche est pour lui écologique. Elle va à l'encontre des habitudes prises en Guadeloupe du tout motorisé. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est au chef d'entreprise de jouer le jeu et de voir si ça les intéresse d'avoir affaire à un coursier à vélo qu'un coursier à moto ou en voiture pour faire la différence et avoir un impact moins important sur l'environnement, quoi. Voilà. Avec son entreprise Block Connection, Rudy a bien l'intention de se développer. Son initiative innovante a déjà séduit de nombreuses entreprises qui n'hésitent pas à faire appel à ses services. Maintenant, la prochaine étape, c'est de pouvoir gagner un peu plus de clientèle et effectivement peut-être embaucher des jeunes qui voudraient pédaler et qui seraient motivés pour venir avec moi, quoi. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon courage sous ce soleil de plomb. Hier, la Cité des métiers accueillait la journée de la mobilité internationale, l'occasion pour les Guadeloupéens de se renseigner sur les conditions pour étudier ou bien travailler à l'étranger. L'occasion aussi d'en savoir plus sur la validation des acquis de l'expérience. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen et Patrick Curie. Souvent, l'expérience professionnelle vaut le diplôme. Nombreux sont ceux qui ont appris leur métier sur le terrain et souhaitent valider leurs acquis. La Cité des métiers organise des ateliers de VAE en ce sens. Les grandes lignes de la validation de l'expérience, c'est permettre aux professionnels, donc les personnes qui ont une expérience professionnelle et pas de certification, d'obtenir une certification et de pouvoir effectivement valider leur expérience par un diplôme. Il faut un minimum de 3 ans d'expérience, temps plein, pour pouvoir justifier des prérequis qui sont validés par le service valideur qui dispense la certification pour laquelle ils souhaitent présenter leur projet. Gabriella envisage justement de réaliser une VAE pour valider ses compétences en tant qu'animatrice. Je travaille comme animatrice périscolaire dans ma commune, dans une association. Et donc j'aimerais pouvoir avoir d'autres diplômes, comme par exemple, je sais pas, le BAFA ou le BAFD. Et pour ça, j'aurais aimé éviter de pouvoir aller à l'école, faire une formation peut-être d'1 an, tandis que là, je pourrais faire un dossier, montrer mes motivations, mon expérience professionnelle et par la suite pouvoir valider ce diplôme sans avoir à faire une démarche qui serait extrêmement longue. Véritable alternative à la formation classique, la validation d'acquis intéresse de plus en plus de travailleurs confirmés. Vous le savez, comme chaque début de mois, les prix des produits pétroliers en Guadeloupe sont révisés. Dimanche 1er novembre, le litre de super sans-plomb sera donc à 1,30 €, soit une baisse de 5 centimes. Pas de changement pour le litre de gazole qui reste à 1,13 €. Hausse en revanche de 57 centimes pour la bouteille de gaz. Le prix maximum est fixé à 18,20 €.
Parlons à présent d'un phénomène de consommation, le manger bio. De plus en plus de Guadeloupéens se tournent vers l'agriculture biologique qui n'utilise aucun pesticide. Face à une demande croissante, les magasins spécialisés se multiplient aux quatre coins de notre département. Patrick Curie et Esmeralda Grel se sont penchés sur ce phénomène. Yvel, déjà 10 ans dans la culture bio, s'est lancé dans l'agro-transformation à Morne-à-l'Eau. Son objectif, valoriser les produits du terroir. L'agriculture bio sans OGM, avec engrais naturels, répond à un cahier des charges spécifique. Je fais un petit peu de farine, de mes propres produits, pour pouvoir en faire du pain, des galettes et autres. Voilà. Donc ceci, bien entendu, pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie au gluten, ou éventuellement des gens qui voudraient tout simplement manger des produits locaux, sains et de saison. Il existe environ une quinzaine de magasins spécialisés dans le bio en Guadeloupe, avec une clientèle assez variée. Nous avons tout type de clientèle. Nous retrouvons des gens parfois qui sont par exemple des allergiques, des intolérants, donc soit aux produits laitiers, soit au gluten, qui se fait de plus en plus, qui fait parler de plus en plus de lui. Nous retrouvons aussi des personnes qui souhaitent changer d'alimentation, c'est-à-dire qui passent peut-être des produits trop transformés à une alimentation moins transformée. On retrouve aussi des personnes qui souhaitent faire des régimes, des rééducations alimentaires. C'est une clientèle assez large quand même. Voilà. Mais on essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Un marché en pleine expansion dans notre région, autour d'une filière qui tente de répondre à une demande de plus en plus croissante. Comme chaque soir, nous allons prendre la direction de notre grande région de la Caraïbe. Il est question de la santé financière du Brésil, du Mexicain El Chapo qui court toujours. Enfin, le Costa Rica sera pris en exemple lors de la prochaine conférence COP21 à Paris. Voici la Minute Caraïbe de Karine Gelman. Brésil, aveu d'échec. Le gouvernement ne parviendra pas à atteindre ses objectifs budgétaires pour 2015. Joachim Levy, le ministre des Finances, prévoit désormais un déficit primaire de 52 milliards de riels, soit environ 12 milliards d'euros. Lors de sa prise de fonction en début d'année, le ministre des Finances tablait sur un excédent de 1,2% du PIB avant de réviser une première fois à la baisse ses objectifs à 0,15% du PIB en juillet. Une véritable descente aux enfers qui égratigne la déjà faible crédibilité du gouvernement en matière budgétaire et qui risque de renforcer la déprime ambiante, souligne l'agence de notation Moody's. Joachim Levy paie ainsi le prix de la récession et du blocage politique qui entrave les réformes, Brasilia, la capitale politique, étant toujours sous le coup de l'impact de la crise de corruption à Petrobras, la société nationale pétrolière, et d'une éventuelle procédure de destitution à l'encontre de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Mexique, El Chapo toujours en cavale. Joaquim Guzman, le patron du cartel de Sinaloa, se serait blessé ces derniers jours à la jambe et au visage en fuyant les forces de sécurité mexicaines qui le recherchent de nouveau depuis son évasion d'une prison de haute sécurité le 11 juillet dernier. Le gouvernement fédéral affirme que le baron de la drogue a dû fuir précipitamment pour éviter d'être capturé. Joaquim Guzman, dit El Chapo, en raison de sa petite taille, s'impose comme le narcotrafiquant le plus important du monde. Il s'est évadé le 11 juillet à l'aide d'un tunnel de plus de 1,5 km à 10 mètres de profondeur. Il est redevenu l'homme le plus recherché du Mexique. Costa Rica, le diamant vert, cet écrin de nature de 5 millions d'habitants, rêve de devenir la première nation neutre en CO2 à l'horizon 2021. Plus de 98% de l'électricité est produite à partir d'énergies renouvelables. Dès les années 1980, le pays a été pionnier en Amérique latine dans la recherche en énergie éolienne. Le Costa Rica compte 9 parcs éoliens et prévoit d'en construire 8 autres d'ici 2017. Le vent est la troisième source d'énergie électrique après la géothermie et l'hydraulique. L'exemplarité du Costa Rica sera à l'honneur lors du prochain sommet COP21 à Paris en décembre prochain.
Jusqu'à demain, une trentaine de chercheurs et de professeurs d'universités venus de la Caraïbe, mais aussi du reste du monde, se penchent sur la langue indienne dans ses diasporas. C'est dans le cadre d'une conférence internationale qui se tient au Memorial Act. L'objectif, mieux comprendre le processus de construction identitaire et les enjeux culturels tant au niveau local que dans le monde. Une conférence gratuite et ouverte au grand public à laquelle a assisté Anne-Elisabeth Artsen. Fonction. Préservation et transmission des langues d'origine de la diaspora indienne, c'est l'objectif de cette conférence internationale réunissant 35 chercheurs et professeurs d'universités provenant du monde entier. L'occasion pour Marie-France d'approfondir ses connaissances en langue indienne. Je suis venue tout d'abord parce qu'on fait partie d'un groupe, d'un premier contingent, on va dire, de personnes qui ont appris le hindi en Guadeloupe. Grâce à Fred Negrit, qui est président du CGPLI. Et donc tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de voir ce qu'on pouvait apprendre en plus sur les autres langues indiennes et puis les différentes façons de parler. On a vu aujourd'hui sur Trinidad et le Suriname et comment ça se passe dans les autres pays de la Caraïbe. Cet espace d'échange entre chercheurs et pédagogues, mais aussi le public, rapproche les descendants de cette diaspora de leurs origines. J'espère qu'ils prendront conscience qu'il faut étudier les langues de leurs ancêtres, ne serait-ce que pour, je sais pas, pour reprendre racine. Analyser, décrypter, enseigner les langues indiennes dans notre région et mieux cerner les enjeux entre les langues et le créole, c'est le but de cette conférence internationale qui se tient jusqu'à samedi au Memorial Act. Et notez que ce soir, Jean-Luc Icard recevra dans Télescopie Fred Negrit, le président du Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, ainsi que Lapasami Mourou Gayan, professeur de langue indienne. Rendez-vous donc à 20h sur Alizé. La culture indienne qui est également largement évoquée dans la toute nouvelle exposition temporaire du Memorial Act. Elle est intitulée Darboussier au cœur des migrations. Elle a ouvert ses portes au public ce matin. Visite en compagnie d'Anne-Elisabeth Artsen. Un voyage au cœur des migrations. Voilà ce que propose l'exposition Darboussier, un site historique sur lequel repose le Memorial Act. Nous parlons de l'histoire de cette usine et nous remontons dans le temps pour parler de l'histoire de tous ceux qui sont venus y travailler, qui étaient certes des créoles guadeloupéens, mais également des travailleurs venus de toutes les autres parties du monde, de l'Inde, de Chine, du Japon, bref. Au moment où est construite, où est inaugurée l'usine, c'est véritablement la Guadeloupe ouverte à toutes les parties du monde et ces gens vont véritablement construire, constituer, forger la Guadeloupe contemporaine. Des portraits, des témoignages d'anciens employés ou de descendants de migrants. L'exposition Darboussier au cœur des migrations vise à mieux faire connaître leurs histoires, mais également mieux connaître l'histoire de la Guadeloupe en général, tant concernant l'industrie sucrière et ses évolutions technologiques post-esclavagistes que notre histoire contemporaine. Et une exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 20 novembre au Memorial Act. On va parler de sport maintenant avec du football. Le championnat d'EDH reprend ses droits ce soir en Guadeloupe. Pour cette 5e journée, la Solidarité scolaire reçoit dans quelques minutes le Phare de Petit Canal. Ensuite, la plupart des matchs se disputeront demain. À l'affiche notamment l'Étoile de Morne-à-l'Eau face à l'Amicale de Marie-Galante, les Red Stars qui reçoivent l'USBM. La Juventus de Sainte-Anne se déplace au Moule pour affronter le CSM. Et notez que le match entre l'US Sainte-Rose contre la Gauloise de Basse-Terre a été reporté. Après une pause de plus d'un mois à Lanzarote, les skippers de la Mini Transat Île de Guadeloupe prendront le départ demain matin à 9h heure de Guadeloupe pour la 2e étape de la course. Parmi eux, le Guadeloupéen Carl Chipotel qui devra parcourir 2770 milles pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Les premiers skippers sont attendus aux alentours du 14 novembre. Avant de passer à la météo, des images captées ce soir dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre où se déroulait, comme vous le voyez, une procession. Une procession qui marque la fin du mois du rosaire. Alors c'est un mois de prière intense et de dévotion à la Vierge Marie. Voilà, de jolies images signées Patrick Curie.
Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin. Comme aujourd'hui, le temps sera assez instable avec des nuages menaçant des averses localisées, mais aussi quand même de belles éclaircies. Au réveil, le mercure affichera entre 27 et 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre programme sur Alizé, vous allez retrouver dans quelques instants le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayingo. À 20h, je vous le disais il y a quelques minutes, votre magazine hebdomadaire Télescopie. Ce soir, Jean-Luc Icard reçoit Fred Negrit, le président du Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes. Il reçoit également Lapasami Murugayan, professeur de langue indienne. Du divertissement ensuite avec Incroyable Talent. Et lui aussi d'ailleurs un incroyable talent, Jean-Luc Icard. Il sera aux commandes de l'actualité locale et régionale dès demain à partir de 12h30. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end de la Toussaint sur Alizé.